Aujourd'hui, on va parler de Jean Gabin, cette légende du cinéma français, à la voix grave et au charisme inégalable. Mais derrière ces rôles mythiques se cache un homme aux multiples facettes, avec une vie parfois surprenante. Jean Gabin, de son vrai nom, Jean-Alexis Moncorgé, naît le 17 mai 1904 dans une famille d'artistes de music hall. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se destinait pas du tout au cinéma. Son rêve d'enfant? Devenir mécanicien de locomotive. Mais le destin en a décidé autrement, et après un passage dans les cabarets parisiens, il fait ses premiers pas au cinéma dans les années 30. Saviez-vous qu'il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés du général de Gaulle? Ou encore qu'il souffrait d'un trac terrible malgré ses 100 films au compteur? Dans cette vidéo, on va découvrir 10 anecdotes fascinantes sur Jean Gabin qui prouvent qu'il était bien plus qu'un acteur, un homme de caractère au destin digne d'un scénario de film. Installez-vous bien, c'est parti. Avant de devenir une légende du cinéma, Jean Moncorgé ne rêvait pas de paillettes, mais de locomotives. Son rêve d'enfant? Conduire un train, pas jouer devant une caméra. Mais son père, artiste de music hall, l'oriente vers le spectacle. À contre-cœur, Jean accepte avant d'être viré de l'école à 15 ans pour manque de discipline. Son destin bascule lorsqu'il travaille dans les coulisses des Folies Bergères. Peu à peu, la scène l'attire et il finit par monter sur les planches. Et là, ironie du sort. En 1938, il joue dans La Bête humaine de Jean Renoir, où il incarne un conducteur de locomotive. Pour préparer le rôle, il apprend même à piloter une vraie machine. Alors oui, Jean Moncorgé n'a jamais conduit de train à la SNCF, mais Jean Gabin, lui, est devenu mécanicien au cinéma. Lorsqu'on évoque Jean Gabin, on pense immédiatement à son charisme brut, sa voix grave et son regard perçant, capable d'intimider n'importe qui à l'écran. Il incarne à la perfection les figures d'autorité, les truands impassibles, les vieux briscards de la vie. Bref, il donne l'image d'un homme sûr de lui, inébranlable. Et pourtant, derrière cette façade, Jean Gabin vivait un véritable cauchemar à chaque tournage. Il souffrait d'un trac terrible devant la caméra, un trac qui ne l'a jamais quitté, même après des décennies de carrière et près de 100 films. Dès ses débuts dans les années 30, Jean Gabin a eu du mal à se détendre face à l'objectif. Il pouvait se montrer nerveux, crispé, obsédé par l'idée d'oublier une réplique. Ce stress était si intense qu'il lui arrivait de répéter ses textes des dizaines de fois avant de tourner une scène, par peur de se tromper. Certains réalisateurs ont même raconté qu'il pouvait être exécrable sur le plateau, non pas par arrogance, mais parce qu'il était en permanence en lutte contre son propre stress. Pour masquer son trac, il perfectionnait chaque réplique au millimètre. Son jeu sobre et millimétré, plus une stratégie contre l'angoisse qu'un simple style. Mais Jean Gabin ne se contentait pas de répéter ses répliques, eut du mal à gérer cette nervosité constante. Fiance, il avait besoin d'un environnement ultra cadré. Il n'aimait pas les réalisateurs trop directs ou trop envahissants. Il avait ses habitudes, ses petits rituels avant une prise, et malheur à celui qui essayait de les bousculer. Certains cinéastes, comme Jean Renoir, savaient comment le rassurer en lui laissant une certaine liberté sur le plateau. D'autres, au contraire, ont eu du mal à gérer cette nervosité constante. Ce paradoxe entre son image d'acteur inébranlable et son stress permanent rend Jean Gabin encore plus fascinant. Il a su transformer une faiblesse en force, en construisant un jeu minimaliste, mais puissant, qui lui a permis d'imposer son style et de devenir une légende du cinéma. Et pourtant, une fois les caméras éteintes, il redevenait Jean Moncorgé, un homme discret et parfois même réservé sur son propre métier. Lorsqu'on lui demandait s'il prenait du plaisir à jouer, il répondait souvent par une pirouette ou une phrase lapidaire, comme si le cinéma était plus une obligation qu'une passion. Peut-être parce que, pour lui, être acteur signifiait aussi affronter une peur quotidienne. Une chose est sûre, malgré ce trac, Jean Gabin n'a jamais laissé transparaître son angoisse à l'écran. C'est là tout son talent. Être terrifié à l'intérieur, mais inébranlable aux yeux du spectateur. En 1973, Jean Gabin tourne ce qui sera l'un de ses derniers grands films. Deux hommes dans la ville, aux côtés d'Alain Delon. Ce thriller dramatique réalisé par José Giovanni raconte l'histoire d'un ancien détenu qui tente de se réinsérer, mais se heurte à un système judiciaire implacable. Jean Gabin y incarne un juge humain et compréhensif,
Un rôle qui colle parfaitement à l'évolution de son image au cinéma. Une figure d'autorité imposante mais bienveillante. Mais quelques jours avant le début du tournage, un événement étrange se produit. Alors qu'il semblait en pleine forme, Jean Gabin se retrouve soudainement prostré chez lui, silencieux pendant 3 jours entiers, comme figé par une peur inexpliquée. Ses proches s'inquiètent, d'autant plus que Jean Gabin n'a jamais été du genre à se plaindre. À 69 ans, il a toujours eu une constitution solide, lui qui a traversé la guerre et les tournages éprouvants sans montrer de faiblesse particulière. Mais cette fois, quelque chose ne va pas. Les spéculations vont bon train. Certains y voient un pressentiment, une prise de conscience soudaine que ce film sera peut-être l'un des derniers. Jean Gabin n'était pas du genre à parler de ses émotions, encore moins de ses angoisses. Mais ce malaise, sans cause apparente, semblait révéler une fatigue plus profonde, celle d'une vie passée sous les projecteurs. D'autres évoquent simplement un coup de fatigue, un relâchement du corps avant un tournage intense. Car même s'il donnait l'image d'un homme sûr de lui, il a toujours souffert d'un trac profond avant chaque film. Peut-être que cette fois-ci, le poids des années et la pression ont été plus forts que d'habitude. Mais fidèle à lui-même, Jean Gabin ne s'étend pas sur le sujet. Il finit par se lever, reprendre son souffle et rejoindre le plateau comme si de rien n'était. À l'écran, aucune trace de ce malaise. Il est imposant, charismatique, d'une justesse remarquable. Lorsque Deux hommes dans la ville sort en 1973, c'est un succès critique et public. Jean Gabin y livre une performance magistrale, l'une des dernières qui marquera à jamais le cinéma français. 3 ans plus tard, en 1976, Jean Moncorgé s'éteindra à 72 ans, emporté par une leucémie. Ce malaise, qui était peut-être un signal prémonitoire, restera un mystère. Mais une chose est sûre, jusqu'au bout, Jean Gabin est resté fidèle à son image d'homme fort, ne laissant jamais transparaître la moindre faiblesse à l'écran. Au début des années 50, Jean Gabin n'est plus la star qu'il était avant-guerre. Hollywood ne veut pas de lui. En France, on le pense fini. Il enchaîne les échecs commerciaux et envisage même de tourner définitivement la page du cinéma. Installé en Normandie, il se consacre à sa ferme et son élevage, trouvant plus de satisfaction dans la terre que sous les projecteurs. Mais le destin en décide autrement. En 1954, le réalisateur Jacques Becker prépare un film de gangster, Touchez pas au Grisby. Pour le rôle principal, celui du truand vieillissant Max le Menteur, Jean Gabin n'est pas du tout le premier choix. Jacques Becker cherche un acteur plus jeune, pensant que le public ne voudra plus voir Jean Gabin dans ce genre de rôle. Mais après plusieurs refus, le réalisateur se retrouve à court d'options et, presque par défaut, propose finalement le rôle à Jean Gabin. Jean Gabin hésite. Il sait que son image a changé. Il n'est plus le jeune premier des années 30. Son visage est marqué, son jeu plus sobre. Mais au lieu de chercher à paraître plus jeune, il embrasse cette transformation. Il accepte de jouer un truand vieillissant, fatigué, mais toujours redoutable. Un homme qui sent que son temps est compté. Et c'est le miracle. Dès sa sortie, Touchez pas au Grisby est un immense succès. Le public redécouvre un Jean Gabin métamorphosé, devenu un patriarche du crime, un homme de pouvoir. Grâce à ce rôle, il relance sa carrière et entame un second âge d'or. Il devient l'incarnation parfaite des figures d'autorité, chefs de gang, policiers, patrons intransigeants. Les succès s'enchaînent. Le président, Maigret, un singe en hiver. Ce qui aurait pu être son dernier film devient le début d'une renaissance. Ce retour au sommet était totalement inattendu, mais Jean Gabin l'a saisi au bon moment. Et c'est cette intensité nouvelle, marquée par les épreuves de la guerre et du temps, qui donnera à ses rôles une profondeur inégalée. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Jean Gabin est au sommet de sa carrière. Après une décennie de triomphes au cinéma avec des films comme Le Quai des Brumes, La Bête humaine et La Grande Illusion, il pourrait choisir de rester loin du conflit. Mais Jean Moncorgé, lui, ne l'entend pas de cette oreille. En 1940, il est mobilisé comme fusilier marin à Cherbourg. Contrairement à certains acteurs qui se contentent d'un engagement symbolique, il veut être sur le terrain. Il participe à la défense de la ville, assiste à la débâcle de l'armée française et refuse l'idée d'une France sous contrôle nazi. Après la capitulation, il s'exile en Amérique du Nord, où il tente de relancer sa carrière.
Mais Hollywood, qui préfère des acteurs américains, lui ferme ses portes. C'est alors qu'il entend l'appel de Charles de Gaulle. Plutôt que d'attendre que la guerre passe, il rejoint les forces françaises libres. Dès 1943, Jean Gabin devient militaire à part entière. Il intègre la 2e division blindée du général Leclerc et participe aux opérations en Afrique du Nord. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, aucun passe-droit ne lui est accordé. Il suit un entraînement militaire rigoureux, apprend à manier les armes et vit les mêmes conditions que les autres soldats. En 1944, il débarque en France avec son unité et combat lors de la bataille de Royan, l'un des derniers bastions allemands. Il fait preuve de courage et s'impose comme un soldat digne de ses camarades d'armes. En récompense de son engagement, il reçoit la médaille militaire et la croix de guerre. Peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir réellement combattu et été décorés pour leurs actes sur le terrain. Après la guerre, il refuse qu'on le traite en héros. Il ne participera jamais aux commémorations et refusera systématiquement d'évoquer cette période. Surtout, il ne jouera jamais un soldat au cinéma. Il décline toutes les propositions de films de guerre, affirmant que la guerre, ce n'est pas du cinéma. Jusqu'à la fin de sa vie, il garde une profonde pudeur sur son passé militaire, préférant se consacrer à son métier d'acteur et à sa vie à la campagne. Mais une chose est certaine, Jean Moncorgé n'a jamais été un simple spectateur de l'histoire. Il fait partie des rares géants du cinéma à avoir mis leur carrière entre parenthèses pour défendre leur pays. À la fin de la guerre, Jean Moncorgé est un homme transformé. Il a vu la mort de près, combattu pour la liberté, et sa vision du monde a radicalement changé. Lorsqu'il revient au cinéma, Jean Gabin n'est plus le même acteur. Avant-guerre, il incarnait souvent des hommes fougueux, romantiques, impulsifs. Après son retour, il adopte un style plus sobre, plus imposant, plus autoritaire. Cette transformation est particulièrement visible dans Touchez pas au Grisby ou Le Président, où il incarne des figures d'hommes mûrs, désillusionnés, mais toujours puissants. Malgré ses décorations et son rôle actif dans la libération, Jean Moncorgé refuse catégoriquement de participer aux commémorations militaires après-guerre. Il ne veut pas être traité comme un héros, ni qu'on l'associe à son passé de combattant. Pour lui, les vrais héros sont ceux qui ne sont jamais revenus du front. Jusqu'à la fin de sa vie, il gardera une profonde pudeur sur cette période, préférant se consacrer à son métier d'acteur et à sa vie à la campagne. Mais une chose est certaine, Jean Moncorgé n'a jamais été un simple spectateur de l'histoire. Et Jean Gabin restera à jamais l'un des rares géants du cinéma à avoir mis sa carrière entre parenthèses pour défendre son pays. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moncorgé rentre en France avec un passé militaire aussi impressionnant que méconnu. Engagé comme fusilier marin, puis intégré à la 2e division blindée du général Leclerc, il a non seulement combattu sur le front, mais a aussi été décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre pour son courage. Pourtant, contrairement à d'autres célébrités qui n'hésitent pas à raconter leurs exploits de guerre, Jean Moncorgé choisit le silence absolu. Dès son retour à la vie civile, Jean Moncorgé adopte une attitude pudique vis-à-vis de son passé de soldat. Il refuse systématiquement de participer aux commémorations, aux défilés militaires et aux hommages aux anciens combattants. Ce n'est pas qu'il renie son engagement, loin de là, mais il considère qu'il n'a rien fait d'exceptionnel. Lorsqu'on l'interroge sur cette période, il botte en touche, élude les questions ou répond par une phrase courte et sans appel. Jean Moncorgé estime que les véritables héros sont ceux qui ne sont jamais revenus du front et que son rôle à lui n'était qu'un parmi des milliers d'autres. Même auprès de sa famille, il reste extrêmement discret. Ses enfants et ses proches découvriront bien plus tard l'étendue de son engagement, non pas parce qu'il leur en a parlé, mais en lisant des archives ou en entendant des témoignages d'anciens camarades de combat. Si beaucoup d'acteurs ayant servi pendant la guerre acceptent par la suite des rôles héroïques inspirés de leur propre vécu, Jean Gabin refuse catégoriquement d'instrumentaliser son passé militaire. Il aurait pu enchaîner les films de guerre où il joue des résistants ou des officiers décorés, mais il évite soigneusement ce type de rôle trop proche de la réalité. Lorsqu'il incarne le commissaire Blot dans Deux hommes dans la ville, ou Maigret dans ses différentes adaptations, il joue des figures d'autorité, certes, mais sans jamais s'inspirer directement de Jean Moncorgé, le militaire. Il veut être jugé pour son talent d'acteur, pas pour son passé glorieux.
Lorsqu'il reçoit la médaille militaire et la croix de guerre, il assiste à la cérémonie sans fanfare, presque gêné par l'attention qu'on lui porte. À ses yeux, ces médailles ne sont pas un trophée à exhiber, mais un souvenir privé, presque intime. Contrairement à certains de ses camarades d'armes, Jean Moncorgé refuse de raconter ses souvenirs de guerre dans des interviews. Il ne publie aucune autobiographie relatant cette période et ne cherche jamais à entretenir sa légende militaire. Il va même jusqu'à refuser d'être filmé en uniforme après-guerre, considérant que le temps des soldats est révolu et que la mémoire doit appartenir aux survivants anonymes. Ce silence intrigue. Pourquoi un homme aussi respecté et décoré refuse-t-il autant d'évoquer son passé militaire? Il y a plusieurs explications possibles. D'abord, Jean Moncorgé n'a jamais cherché la gloire militaire. Il s'est engagé par devoir, par conviction, pas pour se bâtir une image héroïque. Ensuite, comme beaucoup de soldats ayant réellement combattu, il a vu des choses qu'il préférait oublier. Il sait que la guerre n'a rien de glorieux et il refuse de la romantiser. Même à la fin de sa vie, alors qu'il est reconnu comme une légende du cinéma français, Jean Moncorgé reste fidèle à son choix de ne jamais se mettre en avant pour son passé militaire. Lorsqu'il meurt en 1976, à 72 ans, ses décorations ne sont même pas mentionnées dans son hommage officiel, comme s'il avait tout fait pour que son engagement reste une affaire privée. Son corps est incinéré et ses cendres sont dispersées en mer, loin des honneurs et des cérémonies officielles. Une manière discrète de tirer sa dernière révérence, fidèle à lui-même, humble jusqu'au bout. Son engagement, bien que rarement évoqué, reste un modèle de courage et de dignité. Jean Moncorgé n'a peut-être jamais parlé de son passé militaire, mais son silence en dit bien plus long que n'importe quel discours. En 1941, alors qu'il s'apprête à s'engager dans les forces françaises libres, Jean Moncorgé est persuadé qu'il ne reviendra pas vivant. Avant de partir, il prend alors une décision intime et symbolique. Mettre à l'abri ce qu'il a de plus précieux. Avant de partir au front, il confie ses biens les plus précieux à Marlène Dietrich, la femme qui partage alors sa vie. Il lui laisse des bijoux et des œuvres d'art, convaincu qu'il ne reviendra jamais pour les récupérer. Mais contre toute attente, après plusieurs années de guerre, Jean Moncorgé survit et retrouve Marlène Dietrich. Il découvre alors qu'elle a tout conservé précieusement, sans jamais chercher à en tirer profit. Un geste de fidélité absolue, qui restera gravé entre eux, même si leur histoire d'amour ne survivra pas aux séquelles de la guerre. En 1943, alors que la guerre fait rage, Charles de Gaulle cherche à mobiliser les esprits et à rallier les Français à la résistance. Pour cela, il a une idée. Utiliser un visage connu pour incarner le combat contre l'occupant. Il pense alors à Jean Gabin, dont la notoriété dépasse largement les frontières françaises. Charles de Gaulle lui demande de jouer dans un film pour la Résistance. Le projet est confié au réalisateur Julien Duvivier, qui met en scène L'Imposteur. Tourné en 1944, alors que Jean Moncorgé est officiellement soldat dans la 2e division blindée, ce film devait inspirer les spectateurs et les encourager à s'engager. Malgré son message fort, le film ne trouve pas son public. Il est jugé trop lourd et peu convaincant, notamment par les Américains qui préfèrent des récits centrés sur leurs propres héros. Un échec artistique et commercial. Mais Jean Gabin ne regrette rien. Pour lui, ce n'était pas juste un rôle, mais une mission patriotique, une manière de prolonger son engagement militaire. Même après la guerre, il ne s'en vante pas, fidèle à lui-même. Les vrais héros, disait-il, ne sont pas ceux qu'on voit à l'écran, mais ceux qui se battent dans l'ombre. Alors que d'autres acteurs ont utilisé leur expérience militaire à l'écran, Jean Gabin a refusé. Il ne voulait pas être un acteur soldat, ni être réduit à cette période de sa vie. Même après sa mort en 1976, il est resté fidèle à son choix. Pas de mémoire, pas d'hommage militaire grandiloquent. Son passé de combattant n'appartenait qu'à lui et à ses frères d'armes. Si l'image de Jean Gabin restera à jamais associée au cinéma français, peu de gens savent que, derrière l'acteur légendaire, Jean Moncorgé nourrissait un amour profond pour la terre et l'agriculture. À partir des années 50, alors que sa carrière connaît un regain de succès grâce à Touchez pas au Grisby, Jean Moncorgé commence à envisager un avenir loin des projecteurs. Contrairement à beaucoup de stars qui cherchent à prolonger leur gloire coûte que coûte, Jean Moncorgé a une autre ambition, devenir agriculteur et mener une vie simple, loin du tumulte du cinéma. Ce n'est pas un caprice tardif. Depuis toujours,
Jean Moncorgé a eu un attachement profond pour la terre. Né en 1904 dans une famille modeste, il a grandi à Mériel, dans le Val d'Oise, où il a passé une grande partie de son enfance à courir dans les champs et observer la nature. Contrairement au monde du spectacle, qui ne l'a jamais totalement séduit malgré son immense succès, la terre lui a toujours paru plus réelle, plus tangible. Dès qu'il en a eu les moyens, Jean Moncorgé achète un domaine en Normandie, près de Bois-Saint-Denis, et s'y installe avec une idée bien précise: se consacrer à l'élevage et à l'agriculture. Il n'est pas question d'avoir un simple domaine pour le plaisir, comme beaucoup de célébrités qui achètent des résidences secondaires. Non, Jean Moncorgé veut être un véritable agriculteur. Même au sommet de sa carrière, Jean Gabin se sert de chaque tournage comme un moyen de financer sa ferme. Il accepte des rôles pour pouvoir acheter du matériel agricole, des vaches, des chevaux et améliorer ses terres. Pour lui, le cinéma devient un métier, rien de plus. Dès que les projecteurs s'éteignent, il retourne à sa ferme avec un plaisir non dissimulé. Ce mode de vie surprend son entourage. Alors que beaucoup de ses collègues passent leur temps dans les soirées parisiennes, Jean Gabin préfère s'occuper de ses animaux et de ses cultures. Il est même connu pour réprimander les visiteurs trop curieux qui viennent le déranger alors qu'il est en train de travailler la terre. Il ne veut pas être un acteur qui joue au fermier. Il veut être un vrai agriculteur. Il passe même ses journées en bleu de travail, préférant la boue des champs au tapis rouge. Dans les années 70, Jean Gabin continue de tourner, mais Jean Moncorgé pense de plus en plus à mettre un terme à sa carrière. Il n'a jamais aimé l'exposition médiatique, et l'idée de finir sa vie loin du cinéma le séduit bien plus que les hommages et les rétrospectives. Il choisit donc ses derniers films avec soin. Il privilégie des rôles qui lui ressemblent. Des hommes fatigués, des patriarches désabusés, des figures d'autorité qui sentent la fin arriver. Dans Le Chat, 1971, face à Simone Signoret, il incarne un vieil homme renfermé, usé par le temps. Un rôle étonnamment proche de son propre état d'esprit. Peu à peu, Jean Gabin s'éloigne du cinéma, alors que Jean Moncorgé consacre tout son temps à sa vie d'agriculteur. Lorsqu'il tombe malade au milieu des années 70, Jean Moncorgé refuse tout traitement excessif. Il sait que son temps est compté et il veut rester maître de sa vie jusqu'au bout. Jusqu'à son dernier souffle, il passe un maximum de temps sur son domaine, profitant de la nature, de ses terres et du silence qu'il a toujours préféré au bruit du cinéma. En 1976, lorsque la maladie l'emporte, Jean Moncorgé fait un dernier choix fort. Il refuse un enterrement classique. Ses cendres sont dispersées en pleine mer, loin des hommages officiels, loin des honneurs, loin de la foule. C'est un dernier pied de nez à la célébrité. Et surtout, un retour définitif à la nature, à cette terre qu'il a toujours aimée plus que tout. Jean Gabin aura marqué l'histoire du cinéma, mais Jean Moncorgé aura vécu sa plus grande passion, être un homme de la terre, libre et humble jusqu'au bout. Le 15 novembre 1976, Jean Moncorgé s'éteint à 72 ans. Fidèle à lui-même, il choisit une fin sobre. Ses cendres sont dispersées en mer, loin des hommages officiels. Mais son regard, sa voix, son charisme habitent encore les écrans. Difficile d'imaginer le cinéma français sans lui. Jean Gabin était une légende. Et comme toutes les légendes, il ne disparaîtra jamais. Si vous voulez en savoir plus sur lui, regardez La Bête humaine, Le Quai des Brumes ou Touchez pas au Grisby. Des classiques incontournables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires incroyables sur les grandes figures du cinéma. À très bientôt.